45 minutes d'initiation à l'éco-contenu. Donc, je suis Alix Demassia, je suis cofondatrice de l'agence Magamo et je suis également à l'origine d'Almaca, qui est un espace dédié à la communication responsable. À mes côtés, donc Florence Hassler, Léa Dujani sont toutes les deux expertes éditoriales au sein de l'agence et assez engagées, hein, il faut le dire, et opérationnelles sur des problématiques d'éco-contenu. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, je voudrais revenir sur pourquoi on est là aujourd'hui. Sur voilà, notre volonté de déployer des dispositifs de contenu qui soient plus responsables, qui soient moins émetteurs de CO2, mais quand même tout à fait engageants et synonymes de notoriété et de business finalement pour nos clients. Donc c'est aujourd'hui notre petit challenge hein, en tant qu'agence de contenu au service des marques depuis 17 ans. Alors on travaille pour des marques qui ont des maturités différentes, des attentes aussi différentes, notamment d'un point de vue éditorial et d'un point de vue éco-responsabilité. Voilà, j'en cite quelques-unes, Michelin, Orange. On travaille pas mal pour des énergéticiens que vous reconnaîtrez dans la petite liste que vous voyez là. Je cite EDF, Total Energy, Dalkia, GRDF, Bouygues aussi qui est dans la salle, merci. Et voilà, aussi des entreprises dans le domaine de la santé, etc., etc., et des organismes aussi publics. Je pense à l'autorité du marché financier ou la Cour des comptes. Voilà, alors depuis quelques années, on est face à un dilemme en tant qu'agence. En effet, le contenu est vraiment au cœur de toute communication qui se respecte. Très clairement, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Les content factories sont en plein boom. Les marques produisent autant que les médias, et d'ailleurs vous avez remarqué, mais cette année All for Content a dédié un espace 100% aux médias brand. Voilà, mais cet engouement, il a créé un paradoxe. Parce que si le contenu est plébiscité par tous, il est aussi voilà, mal produit, source d'infobésité, de surcharge mentale, ça c'est des termes que vous entendez. En tout cas, il manque souvent de sincérité, privilégiant la com paillette, l'effet waouh. Et ça, c'est un danger contre lequel nous, en tant qu'agence de contenu, on pense qu'on a un petit rôle, à jouer. Voilà, alors il y a 2 ans, on a commencé à se poser de sérieuses questions sur l'empreinte de nos productions sur la planète. C'est de là d'ailleurs qu'est né Almaca, un espace de partage, almaca.fr, que je vous invite à aller voir. Donc c'est un site internet qui délivre des tips, des livres blancs, des interviews inspirantes, voilà, de manière à démontrer que la communication responsable, elle est synonyme de performance et de notoriété pour les marques. Et puis, c'est également Almaca, une cellule d'experts qui est formée au sein de l'agence depuis un peu plus de 2 ans maintenant à des problématiques d'éco-contenu et qui est hyper opérationnelle, voilà, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue de la sémantique, d'un point de vue de lancement, je dirais, de campagnes qui vont être ultra ciblées, qui auront du sens. Voilà, je parle évidemment de SEO, mais je m'arrête là parce qu'en fait, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite là. Alors, l'éco-contenu, rapidement, en intro, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est un mot qui est un peu nouveau. Hein. Si vous le tapez sur Google, vous ne le trouverez pas, en tout cas pas au sens où nous, on l'entend chez Magamo. Il s'inscrit dans la lignée d'autres termes que vous connaissez bien, l'éco-conception, l'éco-responsabilité, l'éco-design, etc. Et c'est une réponse à un triple enjeu. Alors, l'éco-contenu, déjà, pour nous, il répond à l'accélération fulgurante de la pollution numérique. Voilà, depuis quelques années, il y a un usage quand même assez démentiel des usages numériques et surtout de l'empreinte environnementale qui va avec. Je voudrais m'arrêter juste sur quelques chiffres, les chiffres qui sont assez parlants. Hein. Aujourd'hui, le web est responsable de 4% des émissions mondiales de CO2. Sa consommation énergétique, elle augmente de 9% par an. Donc c'est assez costaud. Hein. Et en 2019, il est passé devant l'aviation civile. Donc en fait, les acteurs sont déjà mobilisés. Il n'y a rien de nouveau, là, je ne vous apprends rien. Les acteurs sont mobilisés. Je vous invite à lire le dernier livre de Guillaume Pitron, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, là, sur l'enfer du numérique. C'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte de plein de trucs. On se rend compte que nous, on peut être acteurs aussi, voilà, en évitant de liker trop, en évitant d'acheter trop neuf, etc. Il y a des think tanks, comme le Shift Project,
présidé par M. Jancovici, je pense que vous le connaissez forcément. Et puis des collectifs, Léa reviendra dessus tout à l'heure, comme Inum et Green IT. Voilà, donc il y a une mobilisation des acteurs qui est là, parce que, je terminerai avec ce dernier chiffre, ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, les contenus, ils ne touchent plus leur cible. Il y en a trop de produits et on sait que, par exemple, 9 contenus sur 10 ne génèrent aucun trafic sur le web. Voilà. Deuxième point en introduction qui est intéressant, c'est qu'il y a une montée de l'anti-greenwashing qui est en train voilà, l'anti-greenwashing, il existe depuis longtemps, mais là, il y a la réglementation qui se durcit. C'est un triple risque pour l'entreprise. Un risque déjà légal, mais réputationnel aussi, et puis moral. On a du mal à suivre une entreprise aujourd'hui qui n'est pas alignée avec ce qu'elle est. Donc depuis l'été dernier, la loi se durcit. Je ne vous refais pas un petit panorama, mais en gros, été dernier, loi climat et résilience. Janvier prochain, chaque allégation carbone devra faire l'objet d'une communication de preuve associée. Grosso modo, ce qu'on comprend, c'est que maintenant, les discours trompeurs qui suggéreraient que la neutralité carbone est atteignable sans changement profond de la société, c'est fini. Voilà, c'est fini, ça va se durcir, ça va être sanctionné, ça l'est déjà, mais ça va aussi atteindre les contenus proprement dits sur des sites, sur les réseaux sociaux, etc. Alors, j'aurais illustré ce propos avec deux messages qui ont été retoqués en avril et en mai là, par le jury de déontologie publicitaire. C'est intéressant parce qu'en fait, ça illustre bien le propos. À gauche, vous avez la pub Transavia qui dit « Ne passez jamais vos week-ends au même endroit ». Donc ça a été retoqué parce que ça encourage tout simplement le recours à l'avion de manière sans parcimonie. Voilà. Et ça, c'est plus acceptable. Donc retoqué et probablement bientôt sanctionné. Et puis EasyJet à droite, la pub, donc c'est notre ambition de point des vols zéro émission de CO2 d'ici 2050. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, EasyJet, là, ils affichent une ambition difficilement atteignable. En tout cas, elle est vraiment importante. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'ADEME et le jury de déontologie publicitaire donnent des solutions. Il ne faut pas afficher une ambition, il suffit en fait d'afficher les preuves de l'ambition. Si les preuves existent, l'ambition, elle est louable, on peut l'afficher. Voilà. Donc, ça manque encore de cadres. Clairement, on manque encore de cadres aujourd'hui. Mais bon, les renforts arrivent. Je voulais en citer quelques-uns. J'ai dans mon sac le dernier livre de Ferréol Lespinasse. Je vais bien vous le montrer quand même. Voilà. Celui-là, il est bien. 50 bonnes pratiques pour éco-concevoir vos contenus web. Il est super bien. Il est sorti il y a très peu de temps. Il est hyper pratique. Il est hyper clair. Alors évidemment... il ne dit pas tout, mais il donne quand même des orientations en 50 petits cas et 50 petits conseils. Voilà, il y a le site de la communication responsable de l'ADEME. Il date un peu, mais il y a vraiment des trucs top dedans. Et puis, voilà, il y en a d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis, évidemment, je nous oublie, nous, mais il y a le site Almaca, almaca.fr, sur lequel il y a des conseils, il y a des astuces, il y a de l'aide. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier les consommateurs. L'éco-contenu, ça répond aussi à des demandes des consommateurs. Que ce soit... on sait que le baromètre de la consommation responsable, en 2021, il disait, et c'était vraiment intéressant, que 7 Français sur 10 pensent que la mise en scène de pratiques éco-responsables peut les encourager à adopter des comportements durables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'il y a une nécessité déjà de repenser le rôle peut-être de la communication avec un enjeu de bien commun. Voilà, mais bon, ça, c'est pas neuf. Mais d'arriver à faire émerger de nouveaux récits accélérateurs de transition. Plus proportionnés, plus justes. Le but ultime, c'est plus de vendre, mais bien de vendre en respectant le bien commun, l'harmonie entre les 3 P. Donc on a les gens, les salariés, les consommateurs. On a le profit de l'entreprise, celui-là, il ne faut pas l'oublier, parce que voilà, il faut faire du profit, puis il faut vendre, il faut continuer à exister en tant que marque, évidemment. Et puis le dernier, évidemment, c'est la planète. Voilà, alors pour terminer cette petite intro, je dirais que l'éco-contenu tel que nous, on le définit, il a vraiment un rôle à jouer, puisqu'il est assez central. Je pense qu'il y a 3 attentes derrière lui. Il y a d'abord arriver à proposer des imaginaires qui aident à s'engager, à mieux s'engager.
produire des dispositifs de contenu peut-être plus audibles, plus respectueux, et puis construire des outils et des modes d'expression qui intègrent l'éco-conception. Alors on va passer à la partie mode d'emploi, comment ça marche, parce qu'en fait nous ce qu'on veut aujourd'hui c'est que vous repartiez de cette petite initiation avec un mode d'emploi très opérationnel. Donc on a mis au point une méthode, la méthode Almaca, en 6 étapes, voilà, qui finalement démarre avec un audit pour apprendre peut-être à reconsidérer un petit peu qui on est, et qui peut aller jusqu'à la labellisation, qui est la reconnaissance de ce qu'on aura mis en place. Du coup, je vais passer la parole à Florence, qui va rentrer dans le vif de cette méthode. Oui, alors bonjour à tous. Donc sur cette méthode, en 6 étapes, première étape, c'est l'analyse, l'audit de ces contenus, mais aussi de ces dispositifs sous un nouveau prisme. Là, on va vraiment chercher à réinterroger ces habitudes de communication. Pour résumer, tout ce que je mets en place, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça porte bien ses fruits? Comment je pourrais faire autrement? Alors sur cette slide, on a essayé de synthétiser, on a synthétisé une grille d'audit éco-contenu. Bien évidemment, ce n'est pas exhaustif. Alors l'audit pour apporter sur le patrimoine éditorial existant, sur les dispositifs, les campagnes, le déploiement, mais aussi sur les modes de production, les workflows. Alors tout d'abord, les messages. On va commencer par les interroger. Ce que disait Alix juste avant, ce que je dis en tant que marque, est-ce que ça correspond bien à qui je suis et à ce que je fais? Là, on est vraiment dans la cohérence qu'on va remettre en question. Ensuite, on va chercher à évaluer l'empreinte carbone de ces supports et formats digitaux. Donc, est-ce que j'utilise des formats, des supports un peu, beaucoup, très énergivores, comme la vidéo? Ça ne veut pas dire que la vidéo, il faut nécessairement l'exclure aussi, mais il faut bien réfléchir et raisonner son usage. Idem pour le print. Est-ce que je peux par exemple limiter le nombre d'exemplaires que je vais imprimer? Est-ce que je peux limiter la matière première utilisée, le papier, en réduisant les blancs? Est-ce que je peux peut-être introduire des matériaux plus responsables? Tout ça, il faudra aussi l'équilibrer budgétairement. Parfois, les matériaux responsables sont plus chers, mais en imprimant moins, on retrouve aussi un équilibre plus responsable. Côté SEO, contenu, là, on interroge l'utilité, la pertinence des contenus. Donc, est-ce que mes contenus sont tous bien trouvables, visibles sur Internet? Parce que produire plein de contenus qui ne sont pas visibles, ça ne sert à rien. Est-ce que, une fois mes contenus lus, est-ce que mes parcours aboutissent vers mon objectif? Sur le patrimoine de mes contenus, est-ce qu'il y a moyen de trier, de supprimer l'inutile ou de miser davantage sur ce qui fonctionne bien? Côté dispositif, on peut interroger beaucoup de choses. Donc, un exemple parlant, déjà, c'est les canaux. Est-ce que c'est nécessaire que je sois présent sur beaucoup de canaux? Par exemple, je fais du B2B. Est-ce que je dois être, par exemple, sur Facebook? Bon, nous, on a déjà expérimenté que oui, pour certaines communications B2B, c'est pertinent, mais bon, pas toujours, c'est un exemple. Le cycle de vie de mes contenus, exemple, autre exemple, une actualité, est-ce que c'est nécessaire de la maintenir sur un site pendant 2 ans ou 3 ans? Enfin, le volet gouvernance, mode de production, on n'a pas le temps de l'approfondir aujourd'hui, mais c'est vrai que bon, il y a une réflexion forcément à mener sur toutes les personnes qu'on intègre dans un projet, les parties prenantes qu'on va intégrer. Et pour vous donner rapidement un exemple, sur la partie workflow, outils partagés, mode de production. C'est quelque chose qu'on a expérimenté avec Michelin, qu'on a accompagné sur l'organisation de sa Digital Week, c'est un événement interne. Gestion de projet international qui demandait vraiment beaucoup d'étapes. On a dû mettre dans la boucle beaucoup de types de personnes différentes. Et donc sur le site Almaca, on a interviewé donc la chef de projet, Aurélie Morel. On vous invite à la lire. Elle parle en fait de ces process qui ont été vraiment réfléchis, rationalisés à l'aide d'outils partagés. Et résultat, un des résultats, c'est que ça a permis de limiter vraiment beaucoup de mails. On le sait parce que quand on gère des projets, on envoie quand même beaucoup de mails avec beaucoup de pièces jointes. Voilà, donc pour
les modes de production. Alors, réinterroger ses habitudes de communication, ça passe forcément par une réorientation des KPI. Pas tous, puisque les KPI traditionnels restent toujours utiles, valables, mais on va aller parfois vers des KPI plus qualitatifs, mais qui seront aussi parfois plus difficiles à justifier envers sa hiérarchie. Alors, par exemple, les nombres de pages, le nombre de pages vues, le temps passé, bon, c'est un peu basique, mais souvent on cherche à les augmenter, à les optimiser, mais dans certains cas, il peut aussi être pertinent de les limiter. Par exemple, en passant moins de temps sur une page, même une page de contenu, ça peut aussi vouloir dire que l'expérience utilisateur a été plus efficace. Et pour finir cette partie d'audit, d'analyse préalable, on ne pouvait pas faire l'impasse de la note Eco-Index. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un outil communautaire gratuit qui a été développé par le collectif Green IT, vous le trouvez sur Internet, et il permet d'évaluer pour une URL donnée ou un site donné la performance technique de la page web, et du coup, par conséquent, sa performance, son empreinte plutôt environnementale. Et voilà pour cette première partie, je repasse la parole à Alix. Alors, l'étape numéro 2, c'est l'alignement des messages. En gros, c'est aller rechercher mes racines, donc au sein de mon ADN, les racines de ma boîte, enfin de mon entreprise, qui vont ensuite nourrir mon terreau de communication pour lui donner une véracité exemplaire. Alors, c'est une démarche qui passe par la nécessité de faire une petite introspection. Ce mot qu'on a d'ailleurs trouvé dans le livre de Ferriol Lespinasse, qui est vraiment intéressant. 4 enjeux à ça. Le premier, c'est ancrer mes messages dans la réalité de ce que je suis, mon produit, mon histoire, mes valeurs, ma culture. Et ça permet de dégager la singularité de marque. Et c'est fondateur pour la suite. Également, proposer une autre vision qui va être décorrélée de la concurrence et des modes, de la mode. Là, on réfléchit empreinte durable. Comment je veux qu'on parle de moi, comment je veux qu'on me voit, non pas dans 2 ans, non pas dans 6 mois, mais dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Il y a certaines boîtes comme Michelin qui le font super bien. Voilà. 3e enjeu, ça va être de communiquer sur des preuves, communiquer sur des faits précis, on en parlait tout à l'heure, des chiffres, des faits qui sont validés et qui vont soutenir l'ambition avec de l'authenticité et de la performance. Voilà. Et enfin, contribuer, je dirais, à créer un futur qui soit désirable. Avoir envie qu'il y ait un déclic qui se passe quand on s'adresse aux consommateurs, aux clients. Créer ce déclic, engager des comportements, voire renverser des paradigmes. Alors, je vais revenir rapidement sur la dernière pub de Back Market, dernière campagne que vous voyez, elle est affichée en 4x3 dans Paris, partout. Cette pub, elle est sympa parce que déjà, elle met la preuve au cœur des messages. Donc, je trouve qu'elle illustre assez bien cette deuxième étape de la méthode. Elle dit acheter reconditionné, c'est moins 91% d'empreinte carbone par rapport au neuf. Plusieurs éléments intéressants. Les chiffres, ils sont sourcés, ils sont validés. Back Market a dû attendre 2 ans qu'il y ait une validation de ces chiffres pour pouvoir communiquer dessus. Donc là, c'est intéressant parce qu'en fait, on ne peut rien dire à ça. C'est la réalité, du coup, c'est simple. Le deuxième, c'est l'éducation au comportement. Donc l'éducation au comportement, elle est là, elle est militante, elle est engagée. Ils disent l'iPhone que vous aimez sans l'empreinte carbone que vous détestez. Voilà, c'est du noir et blanc, c'est simple, il n'y a pas d'effet waouh, il n'y a pas de comme paillettes. On est sur de l'argumentation plutôt que de l'injonction. Et ils vont même un petit peu au-delà, ils renversent les paradigmes, les tabous tombent, puisque Back Market challenge, je dirais, c'est un peu la première fois, des Apple, des Huawei, des Samsung sur le terrain de l'écologie. Voilà. Il faut savoir d'ailleurs que pour la petite histoire, ils ont fait une petite opération en lançant la campagne. Ils sont allés hacker des Apple Store, enfin voilà, certains Apple Store en Europe, dont 2 à Paris, pour diffuser via iOS des messages aux consommateurs qui s'apprêtent à acheter. Donc là, on est sur presque du militantisme, mais c'est vachement intéressant parce que derrière, il y a une sobriété incroyable. C'est ultra frugal en fait comme type de message, dans le design autant que dans les contenus. Voilà, je m'arrête là parce qu'on va encore déborder. Alors donc, étape 3, c'est l'heure des choix. Forcément, quand on met en œuvre une stratégie de contenu et qui plus est responsable,
qui va vers quelque chose de plus responsable en tout cas, c'est nécessairement faire des choix, passer par des choix qui vont conditionner la suite, mais qui vont aussi en garantir l'efficacité. Voilà, il y a des compromis à faire, mais c'est des compromis qui peuvent être aussi bénéfiques. Ici, on a listé, on va vous décrire les principaux leviers à activer pour bien cadrer la stratégie de contenu responsable. Bon, c'est quand même assez macro. L'objectif de cette étape, bien sûr, c'est de créer des contenus utiles pour les lecteurs, utiles pour les marques, mais sans surinvestissement et de façon aussi mesurée. Donc tout d'abord, l'ultra-ciblage. Bien sûr, comme dans toute stratégie, on ne dit pas tout à tout le monde, mais là, on va vraiment analyser les besoins. On va construire la stratégie en regard des besoins des cibles et on va chercher à bien connaître les besoins, parfois même à rencontrer ces cibles-là, ce qui peut être vraiment, c'est du temps qui n'est vraiment pas gâché. Et c'est une étape à soigner parce qu'elle va vous servir tout le long et notamment à mettre en œuvre, à mener des actions de personnalisation. Ça, c'est vraiment une bonne pratique à réfléchir sur ce type de stratégie. Ensuite, la priorisation, là ça concerne l'ensemble des leviers. Je vais vous détailler 2 exemples. Tout d'abord, par exemple, priorisation des objectifs quand on fait une refonte de site. Par exemple, on a accompagné Dalkia, forcément on avait en tête, quand on a échangé avec les services internes, 4 objectifs RH, 4 objectifs business et 3 objectifs corporate. Et en resserrant, en réfléchissant bien, on s'est rendu compte que finalement, d'un point de vue business, le site était pertinent pour pousser une offre unique, mais une offre forte, chapeau, que le web était aussi pertinent pour approcher une cible très précise, les techniciens, et que d'un point de vue corporate, le site devait aider à démontrer que Dalkia alignait pleinement ses paroles et ses actes à l'aide de tout un discours de preuves chiffrées. Ensuite, sur la priorisation SEO, bon, bah là, il va falloir, c'est chercher à accepter d'être présent sur moins de requêtes, mais des requêtes vraiment pertinentes pour vos lecteurs, et aussi des requêtes qui soient où vous puissiez atteindre vos objectifs en regard de la concurrence. Donc, il faut aller regarder la concurrence et si vous en avez le budget, faire des benchmarks concurrentiels. Pour ne pas brûler trop d'énergie dans le vide. Ensuite, sur les parcours, on va chercher à les simplifier, rationaliser le nombre de pages, des arborescences plus simples, pour passer moins de temps sur les sites. Côté contenu, soigner la qualité du contenu. Il y a beaucoup de choses à dire là, c'est les bonnes pratiques éditoriales habituelles, j'ai envie de dire, mais pour vous donner un exemple, quand on fait une campagne, c'est vrai que soigner la force du concept, l'idée de départ, généralement, ça garantit toute la suite. Donc l'amont, on le voit, il est vraiment important pour garantir la réussite ensuite de ce qu'on met en œuvre. Pour finir, on va soigner l'accessibilité, là au sens large, et ça va passer par la trouvabilité des contenus via Google, la lisibilité aussi de ces contenus. Là, c'est aussi des basiques éditoriaux, en soignant bien les niveaux de lecture pour permettre une lecture scan, et en soignant les métadonnées des contenus pour que le lecteur sache où il va, en lui donnant en gros des repères. Alors, premier exemple, c'est Le Monde. Le Monde, en fait, qui a battu des records d'abonnements payants, et ce qui n'est pas forcément évident vu le panorama, la situation, le secteur des médias aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'ils ont réussi cette performance? C'est en travaillant 2 axes stratégiques très précis, la qualité du contenu et l'ultra-ciblage, dont je vous parlais à l'instant. Alors, sur la qualité des contenus, ça c'est vraiment les contenus payants. Ils ont moins produit, comme vous le voyez là sur les chiffres clés. Ils ont produit moins 25% d'articles en moins en 2 ans. Mais ils ont renforcé les équipes de journalistes. Ils ont fait des enquêtes sur temps long avec du contenu exclusif. Donc, ils ont vraiment renforcé la qualité de ce qu'ils proposaient en produisant moins. Résultat, plus 25% d'abonnés numériques en 1 an. Vous pouvez lire l'article, l'interview de Louis Dreyfus sur stratégie.fr.
Ensuite, sur l'ultra-ciblage, l'enjeu, c'était aussi de capter un nouveau public, un public plus jeune, qui n'est pas forcément accoutumé, habitué à la lecture des médias traditionnels. Ils les ont ultra-ciblés en développant des formats très spécifiques, vidéo, sur TikTok, YouTube, Snapchat, et résultat, plus d'1 million d'abonnés. Voilà, une performance quand même remarquable. Et donc, on peut effectivement dire avec ce cas que le monde produire moins, stratégie gagnante, oui. Autre exemple très différent cette fois-ci, EDF, avec son blog Le Guide de l'énergie, un guide conso très pratique à destination des clients particuliers, avec des objectifs forts de transformation et de fidélisation. C'est un blog qu'on connaît bien chez Magamo, on a participé à sa genèse. On a aussi, depuis qu'il existe, une équipe rédactionnelle de 3 personnes en régie chez EDF en permanence. Alors là, sur cet exemple-là, on pourrait se dire SEO, blog, est-ce que c'est vraiment éco? Est-ce que c'est vraiment responsable? Parce qu'en effet, le SEO, on se dit, bon, ça répond à une logique extensive, on produit beaucoup, des contenus longs, et plus c'est long, plus j'en fais, mieux je remonte sur Google. Mais EDF nous prouve qu'on peut atteindre ces objectifs de façon plus raisonnée et encore plus efficace si on... de la façon par rapport à ce que je vais vous expliquer. Donc, en fait, ils ont priorisé, ils ont resserré ce sur quoi ils allaient parler. Ils se sont resserrés sur 4 thématiques très précises que vous voyez là en couleur sur la home. Tout d'abord, le gaz et l'électricité. C'est ce qu'ils vendent, ce sont leurs offres et les services liés. Ensuite, les économies d'énergie. Donc ça, ils se sont recentrés sur l'utilité, le besoin pour leur cible. Tout le monde cherche à réaliser des économies d'énergie, encore plus aujourd'hui. Et ensuite, 4e bloc thématique qu'ils ont travaillé d'un point de vue SEO, c'est le déménagement, puisque c'est là où on perd le plus d'abonnés et où on peut aussi en gagner des nouveaux. Donc là, ils ont travaillé des requêtes, c'est vraiment une stratégie SEO raisonnée par cocon sémantique, des requêtes très précises autour des intentions de recherche. Ils travaillent beaucoup la longue traîne. Les contenus sont toujours utiles. Il y a vraiment une rédaction en chef qui est très présente. Les contenus sont toujours sourcés. L'UX est simplifié. Résultat, c'est devenu en quelques années un canal de transformation prioritaire pour la marque sur les particuliers. Là, c'est juste pour faire encore finir le focus sur la partie SEO. On peut dire que le SEO et l'éco-contenu, en fait, partagent les mêmes bonnes pratiques. On est sur moins de requêtes, une arborescence simplifiée. Google aime, comme les lecteurs, des contenus de fond pérennes. On ne parle pas pour rien dire. Et aussi, techniquement, ça peut être intéressant, en fait, de réaliser des audits techniques SEO, puisque souvent, les experts SEO relèvent tout un tas de choses qui permettent d'alléger en fait le temps de chargement des pages. Il y a plein de choses différentes et ça forcément ça va aussi dans le sens du lecteur de Google. Résultat, tout le monde est gagnant, les lecteurs, la marque et les serveurs. Là, c'est juste pour résumer en fait ces parties-là. Forcément, pour conclure en fait, plutôt pour être fort dans la durée d'un point de vue éditorial, il ne faut pas chercher à produire pour produire, mais plutôt chercher à apporter toujours de l'expertise, parler quand on est légitime. C'est bien le cas d'EDF. Soigner le fond, la forme, être dans la qualité, c'est bien l'exemple du monde. Aussi, autre levier, créer une expérience ou chercher à développer des récits inspirants, ce dont parlait Alix à l'instant. On en a plein d'exemples, notamment Patagonia, qui, sur leur site, toute la stratégie éditoriale tourne autour de ça. Voilà, et pour réussir ça, on cherchera à puiser dans son socle de valeurs. Voilà, Daniel Beau parle beaucoup de ça dans ses différentes conférences. Voilà, on ne va pas s'étaler là-dessus. Pour finir, pas pour finir, pardon, donc après la case choix, priorisation, stratégie de contenu, on va programmer ces contenus. Donc là, ça concerne vraiment les dispositifs, le déploiement durable. On va ne pas tout dire partout et tout le temps. Et c'est là que la programmation éditoriale prend tout son sens. Alors, pour un déploiement raisonné, à quoi on peut faire notamment attention? Donc, on a relevé quelques items.
Donc il y a déjà les canaux, comme Le Monde, on voit que Le Monde n'a pas investi tous les canaux pour réussir sa stratégie média. Sur les formats, il y a des formats plus énergivores que d'autres. On avait envie de relever quand même ce hashtag, la revanche de l'écrit. Léa vous en parlera dans quelques instants. Ensuite, sur la fréquence, l'idée aussi, c'est de ne pas solliciter avec des mailings ou des emails. On en reçoit tous beaucoup de trop. C'est aussi une question de respect des audiences. Sur la durée de vie des contenus, quelle durée de vie est réellement nécessaire ? Alors là, un exemple, je reprends l'exemple en fait de l'actualité. Est-ce que c'est nécessaire qu'elle soit sur mon site ? Est-ce que c'est pas plutôt plus pertinent de la voir en flux sur les réseaux sociaux ? Et une fois que cette actualité est en flux sur les réseaux sociaux, peut-être qu'au bout de 6 semaines ou de 8 semaines, je peux la désactiver. Carrément la supprimer, c'est ce qu'a fait Dalkia avec le hashtag la DLD, date limite de disponibilité, qui est maintenant intégrée dans leur programmation éditoriale. Enfin, sur le recyclage, tout le monde fait un peu de recyclage quand ça fonctionne, décliner des campagnes qui fonctionnent, redécouper un livre blanc en post ou une story qui a bien fonctionné. Et un petit exemple qu'on voulait citer, c'est Michelin, toujours sur la Digital Week. En fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recyclé du contenu. Alors on pourrait se dire que ce n'est pas très écolo, mais ils ont recyclé du contenu qui pour eux est vraiment stratégique et utile, pertinent à leur cible. C'est que sur la Digital Week, en fait, ils font de la vulgarisation et de la pédagogie sur la transformation digitale du groupe, qui est assez puissante, qui va dans le sens de la responsabilité. La Digital Week, c'était quoi ? C'était des discours en fait, de top managers autour des enjeux stratégiques de la transformation digitale chez eux. Et ils ont fini par archiver ces discours sur leur site en interne à destination des salariés. Ils se sont rendus compte que ce patrimoine éditorial avait vraiment beaucoup de valeur. C'est devenu un centre de ressources, puisqu'aujourd'hui, en dehors de l'événement, les salariés Michelin reviennent régulièrement sur ce centre de ressources pour consulter, reconsulter des prises de parole. 2 exemples pour finir cette partie sur les dispositifs, le déploiement raisonné. Le premier, c'est Altermundi. Alors Altermundi, donc, c'est une entreprise qui est pionnière du commerce équitable, vraiment, depuis 20 ans. 12 boutiques, un site e-commerce. Et pour la petite histoire, on a rencontré il y a 2 mois son DG, Thibaut Ringot. L'entretien, on vous invite à le lire sur Almaca, puisqu'il démontre à quel point la marque est exemplaire sur toute la ligne. Vraiment, là, on va vous parler que de la communication et se centrer en fait sur leur dispositif global de communication. Leur objectif, c'est de fournir du contenu informatif inspirant pour apprendre à mieux consommer, à mieux acheter, accompagner en fait les clients, leurs clients, les accompagner dans la transition, ça c'est ses mots à lui, vers une consommation responsable. Comment en fait ils font ? Eh bien de façon raisonnée, puisqu'ils ont attribué à quelques canaux, pas beaucoup, des fonctions très précises. Tout d'abord sur le site web, là on peut voir leurs produits, ils communiquent, ils informent, c'est du contenu froid sur les produits, l'histoire des produits, la dimension équitable des achats, etc., etc. Contenu de stock. Et ensuite en flux, ça va s'orienter autour des boutiques. Là ils rencontrent leurs clients, ils les interrogent sur leurs besoins, ils mènent des actions de sensibilisation. Par exemple, lors du Black Friday, ils font un Green Friday, c'est expliqué sur l'article en ligne, c'est intéressant. Voilà, pour les boutiques notamment. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, là, je vous invite à lire le verbatim du DG. Les réseaux sociaux sont utilisés dans leur fonction communautaire originale. Nous en faisons un usage raisonné qui sert nos valeurs écologiques et sociétales. Donc là, tout le dispositif, le déploiement est vraiment réfléchi, raisonné. Et Veja, c'était juste pour aller dans c'est qu'ils sont allés encore plus loin, c'est qu'ils ne font pas de pub. Il y a quand même quelques actions marketing, pas de pub du tout, mais du contenu froid sur leur site qui explique tout leur parti pris et pourquoi pas de pub et pourquoi pas de pub les aide à maintenir un prix compétitif de leur basket, mais toujours dans une optique équitable et respectueuse. Merci Florence. C'est à moi et je vais vous parler d'éco-conception. Si j'y arrive.
Donc on ne peut pas vous parler d'éco-contenu sans aborder sa mise en œuvre opérationnelle. Donc que ce soit un projet digital ou print, la conception amont a vraiment autant d'importance que la production et la diffusion, parce qu'il faut bien penser à un contenu tout au long de son cycle de vie. Donc on n'a pas la prétention là, de tout vous dire dans cette partie, surtout qu'on ne va vraiment pas avoir le temps. J'ai essayé de synthétiser les points essentiels en termes notamment sobriété graphique, éco-conception web, allègement du poids d'un site, et même on va faire un petit focus sur l'édition responsable. Du coup, quand on se lance sur le web, dans une démarche d'éco-conception, on ne peut pas faire l'impasse sur l'hébergement, puisque c'est bien connu, les serveurs, ça consomme énormément. Et face à ce constat, un certain nombre d'hébergeurs, même s'ils sont encore rares aujourd'hui, mettent en place des actions pour limiter leur impact environnemental. Donc, des actions qui sont listées ici, je ne vais pas vous les redire pour gagner du temps. Le seul inconvénient, finalement, aujourd'hui, est de s'orienter vers ce type d'hébergeur, donc hébergeur dit vert ou hébergement plus propre, finalement, c'est le prix de l'offre, qui reste encore une fois beaucoup plus élevé qu'un hébergement classique, mais ça peut être intéressant quand même de se poser la question. Un autre essentiel d'une stratégie d'éco-contenu sur le web, bien évidemment, c'est la sobriété UX et design. Et premier chantier, ça pourrait être la réduction de l'usage des images et des vidéos, qui sont quand même très, très consommatrices de bande passante. Donc l'idée n'est pas, comme disait Florence, de complètement faire l'impasse dessus, puisque ce sont des formats qui sont intéressants pour les marques. Par exemple, pour vous donner un chiffre, les flux de vidéos représentaient en 2019 60%, c'est énorme, du trafic mondial sur Internet. C'est un chiffre de l'ADEME. Voilà. Donc l'enjeu, il ne va pas être forcément de supprimer les vidéos, mais plutôt de rationaliser leur utilisation et voire d'optimiser cette utilisation. Donc il existe de nombreux leviers à actionner, j'en ai listé ici quelques-uns. Donc pour vous donner quelques exemples, vous pouvez facilement redimensionner ou compresser vos fichiers avec des logiciels pour réduire leur poids sans dégrader la qualité du fichier. Pour les vidéos, par exemple, vous pouvez assez simplement supprimer l'autoplay ou favoriser la publication en moyenne ou basse définition plutôt qu'en HD. Pour les images, vous pouvez changer de traité pour passer en bichromie ou tout simplement en bitmap. C'est l'image que vous avez sur la slide ici. Donc je ne vais pas tout vous lister parce qu'il y a beaucoup de possibilités. On n'a pas le temps d'être exhaustif, mais ça vous donne déjà un premier panorama de ce que vous pouvez faire et qui a un impact sur le poids de votre site et donc du coup sur la planète. Au-delà des images et des vidéos, quand on parle d'éco-design, il est quand même essentiel de s'intéresser aux couleurs. Puisque sur le web, certaines couleurs consomment beaucoup plus que d'autres, comme on le voit sur ce graphique. Le vert, ce n'est pas très étonnant, sont les pixels qui consomment le moins. Mais assez étonnamment, le rouge est la deuxième couleur la moins énergivore, tandis que le bleu, elle, est une couleur qui consomme énormément. Selon Google, pour vous donner un chiffre, les pixels bleus consomment même 25% d'énergie en plus que des pixels verts ou rouges sur un écran dont la luminosité est poussée au maximum. Donc c'est intéressant, là aussi, de s'intéresser à ce qui se passe en termes de couleurs. Et en vous parlant de ça, je voulais prendre 2 secondes pour revenir sur le mode sombre, le dark mode. Parce que beaucoup l'ont fait, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? C'est un parti pris que vous devez vraiment étudier en amont, puisque c'est un vrai défi déjà en termes de design. Penser son site sur un fond noir, c'est pas évident. Mais ensuite, le dark mode, il n'est pas forcément adapté à tous les sites. Il n'est pas lisible de la même manière sur tous les sites en fonction du contenu. Il n'est pas non plus économe sur tous les écrans. Il l'est uniquement sur les écrans OLED. Et aujourd'hui, ce sont des écrans qui sont très peu utilisés par les utilisateurs. Donc c'est encore une fois un parti pris qu'il faut bien réfléchir en amont. Au-delà des couleurs et des médias, bien sûr, on peut s'intéresser à la police d'écriture. Puisque chaque police, c'est environ 100 kilooctets à télécharger, et ce, multiplié par le nombre d'utilisateurs. Donc c'est quand même pas anodin. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'il est assez facile de trouver une solution, puisque tous les appareils numériques intègrent plusieurs polices préinstallées. Donc choisir une de ces polices, qui sont listées ici, mais il y en a d'autres, comme par exemple Calibri ou Georgia, c'est celle qu'on utilise sur le site Almaca et qu'on a utilisé ici. Ça permet tout simplement de réduire le nombre de données à télécharger par les utilisateurs, puisque chaque police est déjà intégrée dans leur device, de limiter le nombre de sollicitations serveurs et naturellement de réduire l'empreinte carbone du site. Donc là, on a fait le point sur la sobriété graphique.
Mais quand on pense éco-conception sur le web, bien sûr, il y a la brique incontournable des fonctionnalités des animations. Il faut vraiment les rationaliser, parce que ce sont des éléments qui alourdissent fortement un site. Donc il faut que vous réfléchissiez à l'utilité de chaque fonctionnalité, chaque animation que vous allez mettre sur votre site et ne gardez que l'essentiel. Pour vous donner un exemple, vous pouvez assez facilement faire l'impasse sur certains widgets ou plugins, comme le widget Google Maps, par exemple, qui avec une carte interactive qui est quand même assez lourde, qui utilise beaucoup de ressources, et ben vous pouvez facilement la remplacer par une image fixe, avec un lien qui redirige vers Google Maps si vous voulez donner un petit peu plus d'informations à vos utilisateurs, mais aussi une image sans lien, ou tout simplement l'adresse de votre entreprise intégrée en texte. C'est vraiment à vous de voir jusqu'où vous êtes prêt à aller en fonction de vos enjeux et de l'expérience digitale que vous souhaitez pour vos utilisateurs. Bien sûr, on ne peut pas parler d'éco-conception ou même de conception web sans parler d'accessibilité numérique. Et toutes les bonnes pratiques qu'on vient de voir sur la sobriété web, eh bien, elles participent à l'accessibilité numérique. Puisqu'un site éco-conçu, c'est d'abord un site où l'information est facile à trouver, puisque l'arborescence, elle est simplifiée. Ensuite, l'information, elle est perceptible par tous les utilisateurs, puisqu'on va réduire le nombre de vidéos et d'images au profit de l'écrit. C'est aussi une information qui est compréhensible de tous, utilisateurs, mais aussi technologies d'assistance, grâce à des textes qui se veulent plus courts, plus précis, comme Florence le disait tout à l'heure. Et bien sûr, ce sont des contenus utiles, puisqu'ils auront été priorisés autour des enjeux principaux de la marque. Bon, bien sûr, l'accessibilité, c'est beaucoup plus que tous ces quelques petits points qu'on vient de voir, mais on constate quand même que l'éco-conception est bien en phase, que ça permet de faire un pas vers l'accessibilité numérique. Donc là, je voulais vous présenter un exemple, un peu comme on a fait sur chaque partie. Et le bon exemple pour moi qui mêle éco-conception et accessibilité, c'est le site éco-responsable de Dalkia. Je ne sais pas si on peut le montrer à l'écran, mais au pire, ce n'est pas grave, je vais vous en parler. En fait, c'est un site qu'on connaît bien puisqu'on a accompagné à la refonte en 2021 avec Magamo, les équipes Magamo. Et c'est le premier site éco-conçu... C'est bon, c'est pas grave, je continue. C'est le premier site éco-conçu du secteur de l'énergie. Donc, il est pionnier. Et en plus, il coche vraiment toutes les cases de l'éco-conception, que ce soit de l'hébergement au design, mais aussi, il y a eu un énorme travail de priorisation méthodique des contenus. Et pour reprendre la citation de la chef de projet qui était affichée il y a 2 minutes à l'écran, il a fallu faire des choix pertinents, faire des renoncements pour être responsable. Et c'est vraiment ça qui est important quand on fait de l'éco-conception, c'est-à-dire moins de pages, moins de médias, moins de sollicitations serveurs, mais aussi des partis pris forts, comme se détacher de la charte graphique habituelle, parce que la charte Dalkia, c'est la charte EDF, pour s'orienter vers des couleurs qui sont moins énergivores. Donc on va avoir des couleurs plus vertes, plus pastel. Donc dès la homepage que vous présente Alix, on voit toutes les bonnes pratiques d'éco-conception, donc déjà en termes de couleurs bien sûr, en termes d'images, on va avoir des images en bitmap qui sont fixes, on n'a pas de carrousel. On va avoir aussi la note éco-index qui s'affiche sur le bandeau tout à droite et qui est accessible sur toutes les pages du site. Tout en haut à droite aussi du bandeau, on va avoir un bouton qui permet de pousser l'accessibilité. Enfin voilà, ils ont vraiment pensé le site en éco-conception de A à Z. Et si on s'intéresse un petit peu plus au contenu, puisqu'on est là pour ça, très vite, on voit que finalement, ils ont complètement réduit le nombre d'images ou même de vidéos au profit de l'écrit. Donc on a un ratio qui est beaucoup plus en faveur de l'écrit, avec quand même une forte hiérarchisation de l'information pour que ça reste lisible. Donc on a de grands titres, on a des blocs de contenu qui sont bien nets, etc. Et pour Dalkia, il faut quand même rappeler que ça a été un énorme virage à 360 degrés, parce que c'est une marque qui produisait beaucoup de contenu, et surtout beaucoup de vidéos sur ses offres notamment. Donc voilà, et cette démarche, elle est très bien expliquée dans la page qui est accessible derrière le bouton éco-index, parce qu'on a une page qui va récapituler le pourquoi d'un tel projet, les actions qui sont mises en place avec les résultats, une partie pédagogique sur ce que c'est que l'éco-index et où se situe le site aujourd'hui, et puis une dernière partie qui est un tout petit peu plus basse sur en quoi s'inscrit ce projet d'éco-conception, on y était, dans les enjeux et dans les missions finalement de la marque Dalkia. Donc encore une fois, c'est un très bon exemple, ce site, pour parler d'éco-conception et surtout,
si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller lire l'interview de la chef de projet, Laxmi Kassamali, donc vous avez son nom ici, qui est disponible sur le site Almaca. Voilà. Donc ça, c'était pour vous présenter en images ce que je viens de vous raconter. Pour faire un rapide récap de ce qu'on vient de se dire, très très rapide, parce qu'encore une fois, on n'a pas beaucoup de temps, c'est tout simplement un hébergement qui a une empreinte carbone moins lourde, un design qui se veut sobre et épuré, et qui bien sûr est en phase avec les critères d'accessibilité. On va avoir des technologies qui sont moins énergivores grâce à une interface web qui va être vraiment simplifiée, des fonctionnalités rationalisées, etc. Des parcours et une arborescence qui vont être plus courts, plus directs pour limiter le nombre de clics. Des contenus qui sont optimisés bien sûr pour le SEO, mais aussi pour accompagner l'internaute dans son expérience digitale. Je vous ai beaucoup parlé de web et je vous ai dit qu'on ferait quand même un léger focus sur l'édition et nous y voici. Il y a 5 bonnes pratiques. D'abord, limiter les matières premières, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des énormes encarts de couleurs, on va se limiter pour réduire la consommation d'encre. On va choisir un papier qui est recyclé ou labellisé NF Environnement ou Écolabel européen, parce que ça garantit que le papier est respectueux de l'environnement. On va s'orienter vers des formats standards, comme le A4 par exemple, pour éviter le gaspillage. On va imprimer de manière raisonnée, c'est-à-dire imprimer un nombre limité d'exemplaires en recto verso, en essayant de jouer sur les blancs pour limiter le nombre de pages, etc. Et enfin, on peut aussi optimiser le routage, pourquoi pas avec un emballage recyclable ou une livraison plus écologique, les livreurs à vélo par exemple. Une dernière partie, sur la mesure, puisque bien sûr on ne peut pas faire l'impasse dessus quand on lance une stratégie de contenu, et ça vaut pour l'éco-contenu aussi. Donc mesurer, c'est d'abord monitorer, c'est-à-dire identifier ce qui manque et le créer, supprimer ce qui n'est pas pertinent, recycler ce qui performe, etc. Finalement, c'est se lancer dans une démarche de test and learn. Mesurer, c'est aussi et bien évidemment évaluer l'impact des actions qui auront été mises en place en termes de bilan carbone, en termes de performance, de retour sur investissement, de relations clients, etc. Et tous ces résultats, ils sont vraiment importants puisqu'ils peuvent être valorisés, soit au travers d'une labellisation par exemple, mais aussi au travers d'une communication dédiée comme l'a fait Dalkia sur la page qu'on vous a présentée, qui récapitule ses engagements, qui récapitule sa démarche. Mais aussi comme nous, on peut le faire sur le site Almaca, on a une page, on a la note éco-index de notre site qui est affichée en toute transparence sur toutes les pages. Donc, encore une fois, l'idée c'est vraiment d'avancer à votre rythme et d'afficher en toute transparence vos progrès, vos ambitions. Voilà, il faut y aller pas à pas. Et avant de passer la parole à Alix pour la conclusion, je voulais en synthèse juste vous parler de 3 écolabels qui peuvent être intéressants à viser lorsque vous vous lancez dans une stratégie d'éco-contenu. Sur le web, on va notamment avoir le référentiel du label numérique responsable. Il a été construit par l'INR, le ministère de la Transition écologique et solidaire, l'ADEME et WWF. Et il fixe les grands principes finalement du numérique responsable. Il est vraiment intéressant à lire. Sur le print, les plus courants, vous avez sans doute entendu parler, c'est l'écolabel européen et les certifications NF Environnement. Ce sont 2 écolabels qui garantissent la réduction de l'impact environnemental des produits et des services. Je pense notamment au papier qu'on a cité tout à l'heure, mais aussi les cartouches d'encre et autres. Voilà. Merci. Alors pour conclure, cette petite initiation à l'éco-contenu, telle que nous on la voit, en effet, donc, si on synthétise, c'est une démarche qui repose sur 3 briques. La définition de messages plus sincères, des dispositifs plus responsables, notamment dans le temps, et des supports éco-conçus. Un dernier point qui est vraiment important, et j'espère que vous l'avez saisi durant cette petite presse, c'est que pour nous, c'est une source d'opportunité et de performance. C'est-à-dire qu'au-delà de la sanction, au-delà de la mode, il y a des réelles opportunités à saisir. Ça va être l'opportunité pour vous de mieux accompagner vos clients dans leur recherche, par exemple, les parcours étant plus simples, l'information est plus trouvable.
Le SEO étant amélioré, Google comprend hyper bien qui vous êtes et vous allez vous focaliser probablement sur les people also ask, les positions 0, ce genre de choses. Mais voilà, ça va être des choix qui vont être normalement source d'opportunités pour une relation client vraiment améliorée. C'est également l'opportunité pour vous de mieux recruter. Voilà, si la marque employeur est attractive, si l'image de marque et la crédibilité sont mieux affichées, normalement, c'est tout bénef. Et les générations qui arrivent, là, elles ont besoin de ça. Enfin, nous aussi, d'ailleurs. Et enfin, dernier point, c'est l'opportunité d'innover, vraiment. C'est vraiment au-delà d'appliquer, d'être dans un cadre, c'est parce que la frugalité, c'est une recherche de sens. C'est une recherche de sens qui nécessite d'aller à l'essentiel, de se repenser, et de se repenser sans effet waouh, sans comme paillettes, hein, sans surenchère. C'est assez difficile, c'est vraiment un exercice de style. Voilà, je ne sais pas si vous avez des petites... non, alors dernier point, parce que comme c'est important, en fait, on voudrait aussi être dans une logique très non militante, on veut dédramatiser la démarche, c'est une logique de petits pas. Vraiment, que ce soit un simple support, que ce soit juste la refonte d'une rubrique, ou la refonte de tout un écosystème, un gros chantier, un petit chantier, chaque pas compte, et il n'y a pas que les entreprises à impact ou les marques militantes qui sont concernées, vraiment pas, quoi. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, je ne sais pas si vous avez des petites questions. Oui, juste pour réagir, moi je suis complètement en phase, hein, bien évidemment. On se connaît. Avec tout ça, on se connaît et ça m'inspire juste, en plus de toutes les bonnes pratiques, enfin toutes les potentialités vertueuses que vous avez mis en avant, c'est aussi, et ça transparaît en filigrane dans cette présentation, le sens que ça redonne au métier par rapport au fait de produire en continu des contenus à la baisse. Toutes ces démarches d'interrogation, d'évaluation, de priorisation, bah, franchement, c'est important pour le boulot, quoi. Voilà. Merci. Ouais, carrément. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est pas une question non plus, mais c'est aussi une remarque. Enfin, du coup, si on revient au basique, de la stratégie de création de contenu, de l'éditorial et de la performance technique, en fait, on est éco-responsable. On s'insère dans une démarche d'éco-responsabilité. Je pense qu'en fait, aujourd'hui... Ouais. Non, mais je veux dire, tout ce qui est sur les valeurs, sur l'alignement, sur le ciblage, ben, normalement, ça devrait aller de soi. Ah oui, ça c'est sûr. Maintenant, malheureusement, on parlait tout à l'heure d'une accélération des usages. On sait qu'on ne peut pas se passer de pub, de com, etc. On peut même plus, maintenant, par exemple, on ne parlera jamais d'impact positif, c'est fini ça. Avant, on parlait d'impact positif. Oh, bah, c'est bon, je fais ça, je fais des tomates bio, impact positif. Ça, c'est fini. Maintenant, on va parler de réduction de l'impact. C'est assez différent. Donc, en fait, s'inscrire dans une démarche d'éco-contenu, d'éco-responsabilité, c'est naturel. Ça devrait être naturel, mais il va falloir le charter parce qu'en fait, même si on prend des messages hyper vertueux, même si on prend un déploiement parfait et raisonné, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir dire non à tout. On ne peut pas enlever tout le SEO, on ne peut pas enlever toute la relation client, on ne peut pas enlever l'expérience de marque, c'est trop triste. Donc en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'en se mettant dans une logique d'éco-responsabilité, on va juste activer plus ou moins le levier SEO, le levier relationnel, le levier de prospection, etc. Donc, c'est vraiment une recherche d'harmonie. Je pense que oui, il y a les fondamentaux et on devrait les avoir, mais on voit bien que le greenwashing, il est là, il est tout le temps, il est partout, il est même souvent assez peu volontaire. Bon, pas tout le temps, mais les pubs EasyJet, elles sont quand même hallucinantes. Mais n'empêche que c'est aussi une manière de se faire entendre, la communication, elle est là pour ça. Donc, il faut juste trouver l'harmonie et la juste mesure. Je ne sais pas si ça répond, j'en sais rien. Nous aussi, on est dans les petits pas. Hein. Ça y répond ? Ok.